Ils déclenchent des extinctions d'espèces massives. Mais les astéroïdes apportent aussi des éléments essentiels à l'orchestration génétique complexe, culminant sur la vie telle qu'on la connaît. Si l'histoire de nos origines est une énigme qui perdure, c'est que chaque collision majeure efface aussi les traces des précédentes. Le météore de Charlevoix, tombé il y a 450 millions d'années, est un chapitre toujours voilé du grand livre de la géologie. On peut trouver les impactites de Charlevoix ici. Mais par chance, des éveilleurs de conscience travaillent fort pour transmettre les secrets de la magie du cosmos. À la vitesse où nous dévalons cet univers en expansion, le temps nous est donné de contempler cet alignement cosmique sacré, des sphères à parfaite distance dont les mouvements nous offrent cette présence. Vous sentez que la fin est proche? Venez par ici, vivre sous une roche. Comme les habitants de ce cratère, faites confiance à l'univers. Bordé d'un côté par l'éternel fleuve Saint-Laurent et de l'autre par une des chaînes de montagnes les plus anciennes de la planète. Atteignant des sommets aussi hauts que l'Himalaya lors de leur formation, il y a plus d'1 milliard d'années, les Laurentides, la légendaire chaîne de montagnes s'étend de l'Outaouais jusqu'au Labrador et marque le rebord méridional du bouclier canadien. Partie d'une province géologique aussi ancienne que le Groenland et l'Australie. Ces terres, elles en ont vu passer des choses. Et ne nous détrompons pas, nous n'en sommes qu'une parmi tant d'autres. Mais il vous est alloué de connaître le bonheur. Si aux routes de Charlevoix s'entremêle votre labeur. Êtes-vous prêt pour une incursion en profondeur de l'une des plus belles régions du Québec et tous les trésors cachés qu'elle a à offrir? Parcourir l'astroblème de long en large. Respirer à plein poumon l'air pur du parc des Grands Jardins ou celui voisin des Hautes-Gorges. Des centaines de kilomètres de sentiers pour se fondre aux arbres. Un secteur qu'on vous présente par l'entremise du Sentier du Mont du Lac des Cygnes. Que vous préférez les hébergements privés confortables du type chalet dans les arbres ou le bon vieux camping, Charlevoix possède le meilleur de tous les mondes possibles. Et vous serez frais pimpant au petit matin pour attaquer votre to-do list d'activités. Comme la visite à Saint-Joseph-de-la-Rive, son musée naval à quelques minutes du traversier qui permettra un tour inoubliable de l'île aux Coudres, un pique-nique à Baie-des-Rochers, on attrape le lunch à Saint-Siméon, port au Percy, la Malbaie, Baie-Saint-Paul, une rando avec les alpacas, pourquoi pas. Mais vous avez besoin d'émotions fortes. Le parc d'aventure des Palissades a toute la gamme de trips pour vous assouvir. Donc c'est par là qu'on va commencer. Avez-vous déjà vu un araignée? Voici Catherine. C'est pas juste une guide hors pair, c'est une biologiste. Et c'est elle qui va nous guider dans les méandres de la falaise. Avec en poche une petite formation au départ. Tu l'écoutes-tu, Victor? Là, ta vie va en dépendre tantôt. 6 autres participants motivés attaquent le flanc de montagne avec nous. C'est beaucoup de mémoire dans Catherine à laquelle on part pour la plate du Lac. Bouteille d'eau, barre tendre, j'ai pas de spray anti-ours. Mais je cours plus vite qu'au moins l'un d'eux autres. J'ai tout ce qu'il faut, on y va. On attache les mousquetons en chicane sur le câble d'acier et on attaque l'escalade. Mais par chance, aujourd'hui, il n'y a aucune pluie à l'horizon, alors les parois et les roches sont sèches et ça glisse pas. Et c'est bien parce que je le sais pas encore, mais je vais avoir besoin de toute l'aide possible tantôt. Mais pour le moment, je rock la muraille avec l'agilité de la mangouste. Hey, check-moi aller avec le métal qui joue dans ma tête. Tu l'entends-tu pendant que je me swing? OK, on fait attention à la surconfiance. Quand on a réservé l'activité, on avait le choix entre 2 parcours. On a donc choisi le moins difficile. Ben oui, toi, le lynx. I'm good. La première section se fait bien, on se pète les bretelles. Et on peut même se récompenser d'une des nombreuses talles de bleuets qui parsèment le trajet. C'est du gâteau. Fait que j'imagine que tout le reste va être pareil, hein? Non? Quand le doute ou l'inquiétude commence à poindre un peu, on regarde les autres participants autour puis on s'inspire un peu de leur courage.
On mentira pas, on en est tous les deux à notre première expérience de Via Ferrata à vie. Judith a une mini-base qu'elle a acquis dans un centre d'escalade intérieur. Puis moi, j'ai dû faire ça quelque part en 3e année. Hein. Bon, rendu là, je suis aussi bien de me ramener 500 000 ans plus loin en arrière puis de canaliser mon babouin intérieur. Et pour tout te dire, là, si te suspendre comme ça dans le vide au bout d'un élastique, ça te donne pas quelques sueurs froides ou palpitations cardiaques. Prends tout de suite rendez-vous avec un professionnel de la santé, mon ami. Check ton huile, teste tes glandes, t'as de quoi qui marche pas. À 15 minutes du village de Saint-Siméon, le parc d'aventure des Palissades, c'est un des endroits les plus courus pour sa Via Ferrata. Un sport encore étonnamment méconnu des Québécois malgré la profusion de montagnes qui se trouvent dans la province. Par exemple, en France, on trouve déjà près de 200 parcours de Via Ferrata, alors qu'au Québec, en 2025, il y en a quelque chose comme une douzaine. C'est pas juste les bleuets et les récompenses sur le chemin. Plus on monte, plus notre vision est empirique sur les panoramas de Charlevoix, et ça vaut la peine. Et même si on préfère admirer le roc à 1 pouce de notre face, il y a quelques spots où s'arrêter pour admirer le paysage. Mais on va se le dire, là. Si, comme moi, tu viens un trail juste à faire une ride de ponton, là, skip l'escalade de falaise. Ton niveau de capacité d'émerveillement est adéquat, je te le confirme. Calice. C'est ici, dans la 3e section, que moi, je m'en suis rendu compte. Non, mais c'est le fun, le ponton, tu sais. Sorte de fromage, bedaine au soleil. C'est une journée très chaude en haut du 20 degrés Celsius. Et puis, tout d'un coup, les éraflures sur les genoux et les jointures, ça ne dérange plus bien, hein? Et on comprend qu'on doit faire qu'un avec la roche. Devenir le caillou. Habiller la pierre sans déshabiller Paul, se mouler à la paroi. On a beau porter des ticasses, rebondir au vent peut quand même entraîner quelques petits problèmes de structure squelettique. Le 3e segment, c'est quand même celui qui m'a offert le plus de fil à retordre et de points de vue vertigineux. Des fois, mes élastiques suivent pas. Non, je suis pas en train de parler de la pluie et du beau temps, rien que pour occuper mon cerveau à autre chose que le concept de la gravité. Et puis, avant qu'on ait eu le temps de crier ciseaux, on a déjà passé le 3e bout. On a quasiment fini. Hey, c'est facile, y a rien là. Hein? Mais il y a la grande finale. Le 4e et dernier segment de la montée. Regardez à gauche. On va en bas. Ouais, je vais me l'éviter, ça, pendant que je monte. J'essaie donc de penser à mes héros d'enfance comme Doc Brown, qui a vécu quelque chose de pas mal pire. On va laisser la caméra prendre des shots. À ma place. Mais lui, c'était en plus, c'est sous l'orage. Fait que, qu'est-ce que j'ai à me plaindre là? Ouais. J'aurai le vertige de mon bureau. Habillé en chemise. Et je m'efforce surtout de ne pas penser à ces dizaines d'influenceurs qui se sont écrabouillés au pied d'une falaise pour un selfie réussi. Ok, oui. Bouge pas. Ok. Oh, ce flanc de montagne intimidant est maintenant dompté. Et on embrasse nos petits bobos de guerre parce que malgré les défis, on aboutit au sommet un peu plus rapidement qu'on aurait d'abord pensé. Compléter la montée mérite bien quelques high-five et une balade dans le bois. C'était quoi ma section préférée? Mais on n'avait pas encore compris que le pire s'en venait. Ok. Le pont suspendu, sa structure chambranlante aux planches craquantes éparpillées, flotte à 260 mètres du sol. Bon, fait que qui va en premier? Ok, j'arrive. Je me souviens pas avoir déjà été aussi concentré à trianguler les coordonnées GPS de mon prochain pas. Mais j'avoue que regarder Judith et Majda affronter leur peur m'a clairement donné du courage.
Si, comme moi, vous venez juste de réaliser que la petite famille avec les 2 enfants sont plus là, ben c'est parce qu'il y a quand même une façon de redescendre à pied, puis mon subconscient me l'a caché jusqu'ici, trop tard. De toute façon, j'ai plus que la moitié de faite, donc la sortie la plus proche est par en avant. Que sera, carpe diem, embrasse le vent, culbute le temps. Ces phrases tellement de frigidaire serviraient donc finalement à quelque chose. J'espère que tu captes tout ça, Catherine, hein? T'as du fun, hein? C'est drôle pour toi. Ok, mon grand, sors de ton blackout. T'es pas encore au paradis, t'es juste rendu de l'autre bord du pont. Wouh! Ouais, hein, c'est vrai. Un petit boss de LSD pis ça, c'est semblable. Sérieux? Ouais. Fait que t'as comme l'impression, genre que... On dirait que le pont recule pendant que t'avances. Oui. Tan, 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 tan. Mais ça va changer de... Le sexe, oui. J'avais les cheveux roses. Bon, je sais qu'il y a sûrement des experts dans la salle qui appellent ce que je viens juste de faire un petit lundi. Ils te font ça les doigts dans le nez en retirant leur placement avec leur conseiller financier au bout du Bluetooth. Mais cette personne-là est pas ici aujourd'hui. Et celle qui est suspendue dans le vide ici, là, c'est Lorraine. Et sa copine qui filme, c'est Lara. Et Lara n'ira pas, elle marchera pour retourner en bas. Et Lorraine se donne la peine, mais Lorraine, elle a la chienne. Ouais. Comme ça. Ton tour, le smart. Et où ta poésie, là? Tout ton poids dans ton avenir. Avec les jambes larges. C'est le dernier segment, tant qu'à moi, juste le pire de tous, le rappel. Et il porte vraiment bien son nom parce qu'il t'en revient soudainement des affaires à l'esprit. Comme Simonac, j'ai vraiment payé pour être Là, ici. c'est vraiment 90 degrés. Pas mal. Qu'est-ce qui va pas avec moi, là? Elle est pas belle la vie de pépère? Regardez le frame poussé dans ma cour par la fenêtre avec un petit porto, un pyjama. Puis descends. Fait que j'y vais. Ça y est? Ouais. Je suis parti? You're good to go. OK, j'y vais tranquillement. Oh, regardez-moi transformer le vent en confiance. En laissant mon poids dans le harnais. Et voilà, je suis parti. OK. Tu es le maître de l'air, tu flottes comme l'alouette. J'ai quand même fait quelques mètres, je dois quasiment être rendu au sol, là. Oh. Pourquoi j'ai regardé? Non, j'ai pas vu le film de ma vie défiler. Je pense que c'était la bande-annonce. Après cette succession d'épreuves, les 2 tyroliennes incluses dans la journée me semblent étrangement du gâteau. Le genre d'activité qui te fait insuffler une bonne dose de courage. Et te faire sortir en ayant découvert des petits raccoins peu explorés de tes capacités. Un peu grâce à l'encouragement qu'on trouve les uns dans les autres. Beaucoup dans l'attitude balade dans le parc de notre guide Catherine, pour qui le défi pouvait être évidemment devenu un peu routinier. Wow! Et justement, ceux qui ont besoin d'un petit peu plus de défis, il y a le parcours plus escarpé de l'autre côté de la montagne, le parcours du Faucon. Après une trempette en nature, le retour vers la côte fluviale de Charlevoix nous amène vers un trio de villages à découvrir. Port-au-Percy, Baie des Rochers et celui dont fait partie le parc des Palissades, Saint-Siméon. Comme tout bon village côtier, il a son quai pour attraper le dîner. Mais je suis pas aussi patient. Fait qu'au lieu de taquiner la truite, je m'en vais m'asseoir sur mon steak. Le temps se veut menaçant, mais j'en ai assez pour me sneaker une sour French kiss de la micro de Charlevoix. En plus de son site de camping municipal et tous les services, le village relais de Saint-Siméon a aussi sa plage, sa marina, son traversier. Et on y aboutit parfois en arrivant de Port-au-Percy, charmant village aux maisons riveraines éparses. Ses parcs naturels et la mythique Chapelle Blanche, qu'on aperçoit de son quai. Endroit de choix pour apercevoir aussi des mammifères marins ou de la faune aviaire, venus se nourrir de la même variété de poissons que ces pêcheurs à gué, accueillis sur le rivage voisin. Mais si vous continuez encore vers le nord avant d'arriver à Tadoussac, il vaut la peine de faire un petit croche dans le bois pour découvrir la pointe de Baie des Rochers. Il y a plus de 200 ans, la seule vie qu'on trouve ici, c'est des sapins, des bouleaux jaunes et de la faune active. Mais un jour, un couple de la Malbaie, Jean Savard et Félicité Terrien, commettent une grave faute aux yeux du clergé. Félicité est tombée enceinte avant le mariage. Oh non! Le couple est donc banni et expulsé de la Malbaie. Désirant plus que tout protéger leur amour et leur famille à naître, ils se mettent en quête d'un endroit paisible où se refaire une vie. Ils attendent la marée descendante et prennent le large sur un canot. 70 km plus loin et 4 heures à ramer plus tard, ils rencontrent cette baie repliée vers laquelle aucune route terrestre ne mène.
Ils y défrichent un bout de terre et construisent une maison et travaillent à leur subsistance. Quelques 3 ans plus tard, d'autres personnes finissent par les rejoindre et fondent le village de Baie-des-Rochers. En 2024, sa pointe dans le bois est devenue un petit spot convivial parfait pour faire du paddleboard ou un pique-nique. Comme l'ont fait François et Félicia en vacances avec leur toutou Abby, un couple autonome et débrouillard experts du tourisme durable grâce à leur véhicule transformé pour y habiter. Ils partagent déjà leur passion avec le petit Gabriel, à l'étape de la prise de notes bien cachée dans sa maman. Un écho mystérieux de félicité, dont la fuite a donné naissance à son bébé, mais aussi à ce village. Comme quoi, parfois, ça prend un enfant pour élever un village. Et comme vous pouvez peut-être l'entendre, on est nous aussi rendus à l'étape de recharger les batteries. Se situant à la limite de Tadoussac, les côtes de Charlevoix sont de tout autant bons endroits pour l'observation des baleines. Le camping sur la falaise de Saint-Siméon est un des lieux privilégiés pour en apercevoir. C'est le début du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, une aire aquatique protégée d'importance mondiale de 1245 km², où habitent plus de 2000 espèces animales et végétales. C'est jusqu'à 13 espèces de gros mammifères marins que vous pouvez apercevoir ici. Baleines noires, cachalots, baleines à bosse, rorquals, mais aussi des belugas. Beaucoup de belugas. Même nos amis les goélands veulent les voir de proche. L'endroit semble être l'autoroute transfluviale de choix pour les déplacements de groupe. On les différencie à la forme de la queue, de la crête ou à la nageoire dorsale. Si vous désirez aider la recherche sur les mammifères marins, sachez qu'il vous est possible d'adopter un beluga. Vous ne pourrez pas faire un FaceTime avec de votre lit, pas encore, là. Non loin d'ici, le centre écologique de Port-au-Saumon peut vous en apprendre davantage. Si vous voulez d'ailleurs en prendre en image, n'oubliez pas qu'il faut rester à plus de 100 pieds pour préserver leur tranquillité. La bâche est installée pour contrer la petite pluie. Quintoué! Le petit feu y est bien parti. Et les saucisses crépitent sous le jour qui se change en nuit, sur le mix ben keb de notre voisin de l'eau. Il y a peut-être du Éric Lapointe puis du Kevin Parent, mais on l'aime bien pareil, parce qu'il y a aussi du Jerry Boulet, du Cabrel puis du Bob Bissonnette. Bonne nuit! C'est un petit matin pluvieux, on est à 30 minutes de route de notre prochain terrain de jeu. Même sous une fine bruine, la Malbaie demeure une des plus belles villes de Charlevoix. C'est bien de rouler, mais parfois les bambinos ont besoin de se délier les muscles un peu. Et les parentos ont besoin d'entendre le son de l'océan. Son parc du Quai Casgrain est un endroit commun pour les ressourcements en tout genre. Puis juste en face, justement, le bureau touristique a toujours plus d'un plan en banque pour égayer vos virées. Il pourrait vous conseiller, par exemple, Pointe-au-Pic, où se trouve le musée de Charlevoix à quelques minutes. Une de ces multiples rives, vous observez les hydravions naturels, ou la petite rue des restos à côté pour contrer une fringale réglo. C'est d'ailleurs là qu'on a attrapé le lunch. T'as passé salade au café chez nous, parce que voyager léger, c'est aussi dans le bédon. Une des missions de ce film est de concocter un itinéraire de voyage qui aide à mieux saisir l'importance du cratère de Charlevoix, mais aussi de vivre une expérience terrain qui a le potentiel de faire avancer la science. Alors mon idée, la voilà. Le Météor Tour. Et il commence justement où je me trouve, à la Malbaie.
plus précisément dans le vieux chalet du Fermont Manoir Richelieu, converti en quartier général des opérations, des passionnés de l'Observatoire de l'astroblème de Charlevoix, qui nous partagent à travers des ateliers les plus récentes et fascinantes informations sur l'histoire des interactions cosmiques de notre planète. En Russie, à Chelyabinsk. Spécimens de matériaux rares ou extraterrestres à l'appui. Météorite. Guillaume et Maxime conscientisent les visiteurs au mystère de l'univers. J'ai un beau petit morceau. En appuyant avec raison à gros traits sur l'apport crucial du météore de Charlevoix, un chapitre encore largement inconnu du grand livre de la géologie moderne. Ils offrent également une activité terrain qu'on s'est réservée pour demain. Une randonnée avec un guide expert en plein cœur de l'astroblème. L'Observatoire astronomique et de l'astroblème est géré par un organisme du Centre d'études collégiales en Charlevoix dans le domaine des sciences de la nature. Il regroupe des passionnés qui sont aussi derrière la création du Géoparc de Charlevoix et travaillent à le faire reconnaître auprès de l'UNESCO. Mais comment on identifie ça, un météorite? D'abord, il possède une croûte brûlée, des fissures à sa surface et des chondrules qui sont des fragments de fer visibles au polissage. Mais il ne possède jamais de trous profonds, seulement des dépressions à sa surface semblables à des empreintes de pouces, formées par la fusion partielle dans la trajectoire atmosphérique. Elle peut aussi être attirée par un aimant à cause du fer. Il n'y a pas assez de métal dans celle-là. Les terres de Charlevoix sont riches en fragments géologiques, pièces du puzzle permettant de mieux visualiser l'histoire de la planète. Et très peu de recherches récentes émanent d'ici. Oh oui, c'est peut-être toi le prochain petit gars ou la prochaine petite fille qui va trouver un fossile, un caillou encore jamais détecté ou d'une rareté inouïe qui va contribuer à l'avancement de l'humanité. Qui aurait cru que malgré tous les attraits de Charlevoix, il contenait encore plusieurs mines d'or inexploitées renfermant tout un potentiel de richesse à partager? Et il est à souhaiter que cette riche histoire vienne à intéresser davantage les gens de la place et d'autour, et que les gens de l'Observatoire derrière le Géoparc se retrouvent débordés dans leur mission de vulgarisation scientifique. La Terre est la plus grosse planète rocheuse de notre système solaire. Contrairement aux autres astres rocheux, son intérieur ne s'est pas complètement refroidi encore, ce qui engendre de lents mouvements de convection de magma dans son manteau, source des déplacements des plaques tectoniques à sa surface. Ce sont ces mouvements qui, avec les millions d'années, créent des chaînes de montagnes, des failles et même des enfouissements de continents. La dynamique interne de la Terre contribue donc elle aussi à effacer les traces d'impacts anciens, par le phénomène de subduction entre autres. Ces images qui semblent provenir d'un autre monde, c'est en fait le Sentier des planètes juste à côté. En bonus, au moment de notre visite, la forêt a été envahie par un jeu de réalité augmentée sur le thème de la magie. Une belle piste de 5,8 km sur le plat tout près de l'observatoire, le départ se fait devant la marque de commerce même du tourisme de luxe de Charlevoix, le Fermont Manoir Richelieu, devant le soleil lui-même. Et puis, à une échelle proportionnelle à celle de notre système solaire, vous croiserez progressivement les planètes qu'il compose. Des panneaux d'interprétation vous en apprendront davantage sur chacun des corps célestes veillant sur notre mère dans la confrérie. Une de mes stats préférées sur chacun, la durée d'un jour et d'un an. Jupiter a le jour le plus court, c'est-à-dire la rotation sur elle-même la plus rapide, 9 heures en temps terrestre. En revanche, une année sur Jupiter, sa rotation autour du Soleil, se compte en 4333 jours terrestres. Wow! En méditant entre une rivière et un petit feu, alors j'ai le goût de vous partager le fruit de ma réflexion de ce soir. L'humain n'a jamais cessé d'inventer des outils pour approfondir sa vision du cosmos. Mais l'univers possède lui aussi ses outils de communication. Les météores sont les moyens les plus sûrs de partager l'information entre les systèmes éloignés. Ce que l'homme a créé sur Terre ne sera jamais perdu par l'univers. Même si la Terre implose ou explose, ces innombrables particules modifiées de vie iront se répandre dans le cosmos comme une traînée indestructible jusqu'à trouver son prochain réceptacle. À travers encore et toujours des collisions monstrueuses. Quand on dit que la conscience est une goutte d'eau qui retourne à l'océan lors de la mort, il en est de même pour le corps qui retourne participer à ce grand mélange des substances qui dure depuis aussi loin que nous sommes capables de nommer le temps, c'est-à-dire 14 milliards d'années si on se fie au Big Bang.
Le calcium de nos eaux, tout comme l'entièreté des éléments du tableau périodique, provient de l'explosion de supernovas, d'où l'idée que nous sommes poussière d'étoiles. Une orchestration génétique qui ne fait que s'améliorer à chaque itération, fait découvrir de nouvelles facultés à chaque génération. L'univers suit un plan très précis dont on fait partie, mais nous n'en sommes ni le début ni la fin. Et c'est aussi pour ça, à mon avis, qu'il ne faut pas avoir peur des météores, ni de la mort d'ailleurs. Bon, je sais, c'est un sujet pour une autre journée, mais tout ça va faire du sens bientôt. Vous allez voir. Petit feu, petit lunch, le camping des Chutes Fraser offre aussi un parc sur plusieurs étages et plusieurs terrains séparés par un point d'eau qui débouche sur une charmante et généreuse chute. Jour 3 de notre exploration charlevoisienne. Avec un autre trio de villages immanquables. Ces 30 minutes de route qui nous amènent à Saint-Joseph-de-la-Rive sont traversiers pour les Lots-Coudres, mais pour se rendre, on passe par les éboulements. Et sa côte, tristement célèbre depuis 1997 lorsqu'elle a eu raison d'un autobus au frein défaillant, prenant la vie de 44 personnes. La municipalité Les Éboulements est perchée sur des terres au passé agricole, au-dessus du fleuve Saint-Laurent, et comme tout bon dessert, on se le garde pour la fin. Parce qu'en ce moment, c'est au village cousin de Saint-Joseph-de-la-Rive et ses 250 habitants qu'on ressent l'appel du large et des magnifiques paysages. On n'est pas les seuls en vacances à avoir choisi ce secteur-là pour un séjour, et je peux comprendre que des gens viennent s'installer ici pour la tranquillité. Mais disons-le, il y a un potentiel touristique dormant monumental. L'endroit devrait déborder de visiteurs, fourmiller d'activités. Mais clairement, les hauts dirigeants n'en ont pas la vision et ne facilitent pas les accès. Et au lieu de développer, on supprime. Laissez-moi vous expliquer pourquoi on doit venir ici au moins une fois dans sa vie. Un lieu central d'activité par ici, le secteur qui comprend le musée maritime de Charlevoix. Avec une petite auberge, si vous voulez y établir un QG, une boulangerie pour y attraper le petit déjeuner. Justement, il y a de la fougasse et des pâtés croches, miam. Ça donne le petit boost pour attaquer la visite du musée maritime de Charlevoix. Leurs vies ont été bien remplies. En défiant les humeurs des flots marins. Ils ont servi des fonctions tantôt utilitaires et tantôt récréatives, avant que, pour la plupart, elles ne terminent leur parcours bien encastrés dans le plancher de l'océan. Ce qui est pour l'homme une épave est souvent un hôtel de luxe pour toute une vie subaquatique. Mais notre fascination nous fait souvent les repêcher, pour nous permettre de les investir à nouveau et d'incarner la culture qui nous a précédés. Le musée maritime de Charlevoix est peut-être le plus important de son type de toute la province. C'est donc aucunement surprenant qu'on retrouve sur place des vrais passionnés. Pas seulement de leur job, mais de l'histoire qu'ils racontent. Je vous présente Claude qui s'assure de prendre le temps de nous décrire les différents secteurs pour qu'on manque absolument rien de ce labyrinthe de surprises. Le lieu propose un parcours immersif sur sa vaste lagune où reposent en cale sèche 4 bateaux majeurs, dont 3 au gabarit similaire installés sous des structures qui les protègent des intempéries. Le Saint-André, le Jean-Yvan et le Marie-Clarisse, une goélette qui porte bien son siècle d'existence, construite en 1923. Ce bateau à voile de 40 mètres de long était conçu pour la pêche en haute mer. Il a aussi servi pour le transport de marchandises et a sombré au port de Québec en 1976. Sur place, une autre perle. De partager la fièvre du Québec, en fait, avec les visiteurs, ouais. C'est génial. Là. Et c'est pas un bateau, c'est un humain. Gabriel François qui se fait un plaisir d'agrémenter le séjour des visiteurs de son guidage. Et comment pourrait-il se plaindre qui me dit « Sa copine travaille aussi sur le site. Regardez-moi la vue qu'ils ont. La journée longue. » Nous entretenant brièvement sur le Marie-Clarisse, il mentionne qu'après 7 mois sous l'eau, l'épave a été renflouée et remise à l'eau au chantier maritime de l'île aux Coudres en 1977 et qu'elle a connu différentes vocations dont celle de bateau d'excursion sur le fjord du Saguenay et de navire-école pour favoriser la persévérance scolaire auprès des jeunes, jusqu'à ce qu'elle se retrouve ici depuis 2015.
Des environnements soigneusement conservés et reproduits nous invitent à s'imbiber du mode de vie des navigateurs de l'époque, de leurs espaces personnels, comme leur chambre à coucher, ou la salle à manger pour le social, jusqu'à leurs espaces de travail, comme la timonerie, la cabine surélevée qui favorise la vision du timonier qui manœuvre à travers les aléas de la météo, compas, radar, carte marine, radio, CB, télégraphe. La timonerie permettait la présence de membres d'équipage venus tenir compagnie à travers ces longues heures de navigation en solitaire dans les années 50. En plus d'une projection immersive, la cale du Saint-André offre de son côté un survol complet des grands explorateurs qui ont navigué l'estuaire du Saint-Laurent. De Louis Joliette à Jacques Cartier en passant par Champlain et d'autres figures de proue de l'époque des colons. Puis un remorqueur badass. Félicia. Tiens, encore. Une goélette stylisée et colorée qui en a sorti plus d'un trop téméraire du trouble par tant de grandes tempêtes. Le musée maritime, c'est pas seulement une visite de bateau. L'endroit offre aussi une portion intérieure, maquettes, statues, photos, morceaux d'histoire de gens qui avaient le pied beaucoup plus marin que moi. Fait saillant de ce segment l'exposition immersive en photo-vidéo, animée de projections synchronisées sur 3 murs. Les capitaines, cuisinières, mécaniciens, familles à l'eau salée coulant dans les veines, merci description du site web, ils ont vécu au rythme des marées, ont appris le métier de leurs aïeuls et nous livrent aujourd'hui leurs histoires dans l'intimité de leur foyer. Les goélettes ont servi à développer tous les villages côtiers, les villages riverains du Saint-Laurent, le long des 2 littoraux. Puis, j'ai aucune idée si cette pièce-là existe réellement au musée ou si j'ai seulement rêvé ça. Psst! Ouais, regarde Claude, le beau spécimen qui s'en vient vers nous autres. Eh, mademoiselle, vous allez bien rester un petit peu, hein? Oui, on est pas fait en bois, vous savez. Hihi, c'est cool l'histoire de la pitonne. Sapristi, moussaillon. Par chance, j'ai retrouvé la sortie de ce rêve surréaliste, et c'était à travers la boutique Souvenir. Eh bien, tout ça m'a quand même donné le goût de naviguer. Coup de théâtre, ben non, c'était prévu, il est venu le temps de se diriger vers le seul, le grand et l'unique traversier de l'île aux Coudres. Ben oui, l'unique parce qu'il y en a juste un par jour quasiment quand il est en grève, comme au moment de mon passage. Au grand bonheur des vacanciers enfin forcés de se parquer en tapant au soleil pendant 3 heures. Fait que sors ta guitare, mon Santana des pauvres, on va faire des chansons à répondre. Mais je vous épargne ça, fiou, on est rendu. On mettra pas de temps à acheter l'encre. À l'auberge la fascine, question de relever le niveau de confort d'un cran après des nuits de camping. Cynthia et Fred font partie des 1100 personnes qui vivent sur l'île et de la poignée de courageux qui osent encore y tenir une entreprise du milieu touristique. Ils nous accueillent chaleureusement. Mais Colin y aurait aimé ça qu'on passe la veille quand la terrasse était pleine et le band performait. Mais savoir se reposer est essentiel en voyage. Ça permet aussi de se lever tôt pour étancher la soif, d'enfin découvrir l'île aux Coudres. Le premier arrêt, c'est justement parfait pour le petit déjeuner. La boulangerie Bouchard. Si vous avez un classique personnel, genre un biscuit, une danoise, un croissant, je vous le conseille version boulangerie Bouchard. Pour ma part, je lui décerne sans hésiter la palme du meilleur croissant aux amandes que j'ai mangé de toute ma vie. Avec un petit pain au lardon devant l'horizon côtier, un enfilement scénique qui n'impressionne plus vraiment Mimine outre mesure. On reprend la route, mais pas longtemps. Les amants de la nature voudront se réserver une bonne plage horaire pour baigner dans un des plus magnifiques environnements préservés de l'île, le parc de l'Anse de la Roche-à-Caya et un peu plus loin la pointe de l'Îlet avec son havre. Des rives humides protégées qui accueillent jusqu'à 200 espèces d'oiseaux à travers les saisons. Les ornithologues armés de sandwichs, jumelles et patience ne verront pas le temps passer et pourront pratiquer la photosynthèse en admirant Saint-Joseph-la-Rive au loin.
Il n'y a pas un moment de route désagréable par ici. Mais ne partez pas trop dans vos réflexions parce que le tour de l'île aux Coudres, c'est 23 km. Donc même à 23 km/h, ben, ça se fait en 1 heure. J'ai mes maths fortes comme tu peux voir. Et pourquoi on donne pas une chance collectivement à l'île aux Coudres, un été en haute saison, lui offrir un traversier régulier, mais avec une stratégie complète en arrière pour en tirer le maximum, une préparation des commerces locaux, des stationnements payants pour les camping-cars, une offensive marketing médiatique et beaucoup d'huile de coude du bureau touristique de l'île aux Coudres qui pourrait renaître de ses cendres, voler de ses propres ailes, et pourquoi pas faire des petits. En attendant une vision, les commerces et les artisans d'ici comptent pas les efforts pour récompenser ceux qui osent braver les obstacles pour venir goûter leur coin de pays. Sur la liste d'endroits où avoir un potentiel fun, le moulin de l'île aux Coudres, des boutiques de confection artisanale ou de souvenirs, et la Maison Croche, une merveille de laideur architecturale assurée de faire grincer des pupilles les plus obsessionnels compulsifs de sous-type adorateurs de symétrie parfaite d'entre nous. Pourquoi cette maison? Les chercheurs ne peuvent se l'expliquer, mais on ne peut exclure qu'une technique de construction ancestrale partagée par une civilisation étrangère, franchement nulle, pourrait en être à l'origine. L'île aux Coudres est la seule partie de Charlevoix qui appartient à la province géologique des Appalaches et non du bouclier canadien, mais elle contient une anomalie, la roche Acaia, qui ne ressemble à aucune autre sur son plateau et semble provenir du bouclier canadien. On les appelle blocs erratiques, et c'est pas le seul qu'on va rencontrer dans l'aventure. Ces blocs auraient été arrachés au bouclier canadien par les passages des glaciers et transportés par les mouvements de leur fonte il y a environ 10 000 ans. Caillat était le surnom d'Alexis Lajoie, un villageois simplet et violent qui s'était approprié la roche. Orphelin et sans foyer et pas du tout à sa place, Caillat avait compris que la roche, c'était lui. L'identité de l'île aux Coudres, c'est la nature et son moteur social, c'est l'agrotourisme. Et ça, la famille Pedneau l'a compris. Depuis 1918, la cidrerie Pedneau transforme les fruits en élixir. Aujourd'hui, leur verger compte plus de 6000 pommiers et 3000 arbres fruitiers, comme des poiriers, pruniers et cerisiers, qui leur permettent toute cette variété de saveurs à offrir en dégustation ouverte, au cœur de leur quartier général. Cidre, hydromel, cocktail et mou, c'est annuellement plus de 50 000 litres de bon jus qui s'écoulent ici à travers plus d'une vingtaine d'étiquettes. C'est tellement savoureux que je vous en ai fait un top 3. Premièrement, le cidre aux prunes, l'incontesté numéro 1, meilleur vendeur. C'est pas juste parce que je tripe sur les barésiers en or, même si ça lui fait super bien. C'est un goût absolument divin. Numéro 2, le cidre au bleuet, parce que, bleuet. Et le numéro 3, choisissez votre préféré parce que, honnêtement, ils sont tous bons. La famille Pedneau diversifie son offre gourmande aussi à travers leur restaurant, le Corylus et les fruits du biscuitier, pour finir le food tour avec une petite douceur sucrée. Pour notre part, on a humblement assouvi notre appétit à l'Étal, la microbrasserie qui connaît ses classiques. Mais je vous ai pas encore partagé le récit à mes yeux le plus riche de l'histoire récente de l'endroit. En 1960, le cinéaste Pierre Perrault débarque à l'île aux Coudres pour y rencontrer ses habitants et produire des documentaires pour le compte du diffuseur national Radio-Canada. Ce qu'il voit sur cette pointe riche en biodiversité l'inspire au plus haut point. Il en résultera une trilogie de films qui a marqué l'histoire du Québec. Le plus célèbre long-métrage, le documentaire Pour la suite du monde, prend naissance quand Perrault réalise que la technique de pêche locale au marsouin, qui se pratique ici, est en voie de disparaître. Il se fait donc un devoir d'en documenter le processus pendant qu'il en existe encore des spécialistes. Impressionné par les aptitudes des coudriers à naviguer le fleuve gelé en hiver, dans des canots faits sur mesure, Perrault avait auparavant filmé la traverse d'hiver à l'île aux Coudres. Les traverseuses faisaient un devoir d'effectuer chaque année la grande traversée en canot à glace et d'en offrir l'activité. Les images que vous voyez sont les toutes dernières à être captées avant que l'endroit ne soit transformé en boutique touristique estivale qui tentera de redonner vie à ces espaces patrimoniaux, en grand manque d'amour.
Et c'est aussi le temps de la grande traversée pour nous. Pierre Perrault s'est servi de sa caméra pour préserver l'histoire et documenter une époque de transformation. Dans un autre écho du passé, une personne ici, en 2025, perpétue elle aussi une pratique de pêche presque complètement disparue. Julie Gauthier qui invite tout le monde à partager son savoir-faire. Et comme si les astres ne pouvaient pas mieux s'aligner. Julie est la cousine de Maxime, de l'observatoire qu'on a rencontré plus tôt. Et l'activité de pêche est offerte en combo avec l'excursion de géologie. C'est donc 20 minutes de route qui séparent le traversier de l'île aux Coudres de notre point de rendez-vous à Saint-Irénée. À l'enseigne de Pêcherie Charlevoix, Julie Gauthier nous amène au centre de ses opérations. Dans l'estran à lance-au-sac, sa structure de filet soutenue par des câbles, contrôlée par des poulies, est une version moderne d'une technique de subsistance ancestrale. La pêche à la fascine. Fascine est un terme anglais désignant des billots de bois empilés qui protègent des berges de l'érosion. Mais pour la pêche, c'est la technique d'imbrication des murs qui lui vaut ce nom. En marée haute, son piège est submergé. Les poissons qui se dirigent vers le large rencontrent les murs, ici faits en filet, et sont dirigés vers la cage. À l'entrée de la cage, un piège est imbriqué et le poisson se trappe lui-même. L'engin de pêche comporte une grande aile qui va jusqu'au rivage et une petite qui empêche le poisson de ressortir. Caplan, éperlan, hareng, poulamon, grand corégone, elle peut attraper toutes sortes de poissons. Et au travers de son partage de connaissances, Julie souligne une caractéristique insolite de la technique. Les vestiges retrouvés nous disent que ce type de piège à poissons serait apparu il y a 5000 ans, simultanément à différents endroits sur la planète, comme si tout à coup plusieurs humains apprenaient la compétence en même temps. Une fois le poisson piégé à des heures régulières de marée basse, comme ce matin, le pêcheur peut aller récupérer son butin. Voir ce que la lune lui a apporté comme récompense alors qu'il combattait les démons du sommeil. Ce sont des petits caplans que Julie aura aujourd'hui le plaisir d'ajouter aux délicatesses qui remplissent son point de vente. Le gouvernement du Québec a racheté tous les permis de pêcheurs à la fascine récemment. Seulement 3 dans la famille Gauthier, aujourd'hui représentée par Julie, ont décidé de le conserver. Nous, on l'a modernisé, on est rendu, on a troqué nos pieux de bois pour des poteaux en acier inoxydable. Et seulement Julie a décidé de recommencer à souffler sur la braise, d'une passion presque totalement éteinte. Les plus vieux vestiges de pêche à la fascine, datés carbone, 5000 ans. Donc, ça fait vraiment très longtemps. Et jusqu'ici, Maxime était muet comme une carpe. Mais il est temps de pratiquer la remise à l'eau. C'est la pièce maîtresse du Météor Tour. Une excursion à travers une bibliothèque minérale dont l'éventail est aussi varié qu'ancestral. Ici, je vais avoir les Appalaches. Bouclier canadien ici. On est guidé par une encyclopédie, Maxime, qui manque pas de nous rappeler que les trésors de la géologie locale ne se limitent pas qu'à l'impact de l'astéroïde. Comme ce champ de roches incliné à 70 degrés, créé par l'énorme pression de la rencontre entre le bouclier canadien et les Appalaches, quand elles étaient encore hautement volcaniques il y a plus d'1 milliard d'années. Et après avoir accompli un parcours de Via Ferrata en hauteur, je me pète un petit peu les bretelles en sautant sur des cailloux à 1 mètre du sol. Aïe, ma cheville! On croise la vallée des dinosaures, mais c'est juste un nom cute, on n'attendra pas l'éclosion. Quand on sort prospecter, c'est important de reconnaître les types de marques et ce qu'elles signifient. Certains motifs gravés dans la roche, comme ceux-ci, proviennent de l'érosion causée par l'éternel ressac des courants marins. C'est quoi le orange sur les roches? C'est le résultat d'un mariage entre un champignon et une algue. Le lichen orange qui mystifie encore les scientifiques. Pas étonnant quand on sait qu'il existe 19 500 types de lichens sur la planète. Certains poussent même dans des environnements aussi extrêmes que l'Antarctique. Derrière moi, on a des roches de fossiles. Ici, on a vraiment les fossiles à la surface. Puis on peut aussi voir les couches qui se sont accumulées au fil des milliers d'années.
Devant nous, une curiosité, un fossile d'un ancêtre de la pieuvre, du calmar et peut-être même de ton voisin, un mollusque qui se cachait dans sa petite coquille en cône. Ok, mettez vos faces sérieuses, c'est le bout où on apprend des choses. Ce segment de la rive de l'Anse-au-Sac se trouve à seulement 10 km du point d'impact de l'astéroïde et contient le menu complet de ces traces résiduelles. On les nomme les impactites, ces roches modifiées et formées par l'extrême puissance d'une collision météoritique. Comme celle-ci, la pseudo-tachylite, une sorte d'omelette de cailloux qu'on reconnaît à ses deux ingrédients. La matrice, le mélange des roches fondues, les zones les plus noires ici, ça c'est les œufs battus, et les clastes, les gros morceaux de roche explosés qui viennent se figer dans la matrice quand elle refroidit, ça c'est le jambon. La présence seule de pseudo-tachylite n'est pas suffisante pour conclure à une zone d'impact parce que ce type de roche est aussi présent sur les failles tectoniques. Notre parcours nous amène à la rencontre d'un deuxième type d'impactite, la brèche d'impact. Formée comme la précédente à très haute température quand la roche vient couler et se cacher dans les failles entre les autres morceaux de roche. On a mis énormément de temps à conclure que Charlevoix était bel et bien un cratère parce qu'il manquait toujours un troisième type d'impactite. Le cratère d'impact le mieux préservé de la surface de la Terre est en Arizona, aux États-Unis. La raison est simple, il n'a que 50 000 ans. D'ici quelques millions d'années, ce cratère aura disparu et on le nommera alors Astroblème. La seule manière de détecter sa présence serait alors de trouver des cônes de percussion ou d'autres types encore plus rares de minéraux comme les diamants ou les zircons. C'est pourquoi les experts ont mis du temps à associer la silhouette de Charlevoix à un trou de cratère. On voyait bien le trou sur les cartes topographiques, mais on était incapable de cibler l'origine s'il y en avait une. C'est en 1965 que Jean Rondeau, un géologue du ministère des Ressources naturelles, cartographie la région dans le cadre d'études doctorales. Il se fait conseiller par un ami de jeter un œil sur un énorme caillou situé en bordure d'une route dans le coin de Saint-Hilarion, qui présente des lignes particulières. Jean Rondeau se déplace et vient ausculter le caillou. À première vue, ces lignes ne veulent rien dire. Mais à force d'en faire le tour, Jean Rondeau finit par apercevoir le signe qu'il cherche. Ces stries qui caractérisent les cônes de percussion qui ne peuvent être créés que par un impact météoritique. Ces stries sont formées par l'onde de choc propagée par le sol, par la puissance inimaginable de la collision, et elles pointent en direction du point d'impact. Et c'est justement le point culminant de notre randonnée. La preuve la plus indéniable et concrète, une plage de cônes de percussion à perte de vue. Les paysages rocheux de Charlevoix frôlent parfois l'ambiance lunaire avec ces silhouettes qui semblent découpées à l'exacto par un artiste minutieux. Et plus on avance, plus on prend conscience d'à quel point cet endroit est sacré. Échappant encore à l'empreinte humaine abusive, des lieux où se cachent à la vue de tous des trésors archéologiques. Et c'est en partie ici, autour de moi, sous mes pieds, qu'il y a seulement quelques jours, des scientifiques prélevaient des échantillons, dont l'analyse précisera davantage les circonstances et l'âge du cataclysme. On a longtemps pensé que le météore de Charlevoix datait d'il y a 350 millions d'années, ne le plaçant pas assez proche de l'extinction Dévonien pour en être une cause. Mais voilà que les technologies de datation de roches ont évolué et sont beaucoup plus précises. Selon l'équipe de l'Astroblème, il pourrait bien être prouvé bientôt que le météore de Charlevoix date plutôt d'il y a 450 millions d'années. Ce qui le placerait au cœur de l'extinction ordovicien-silurien, observée pendant cette fenêtre, le qualifiant comme cause possible de la toute première extinction massive des espèces de l'ère post-cambrienne. Et ce n'est pas rien. La Terre a depuis sa naissance connu 5 épisodes d'extinction massive des espèces. La plus récente, celle des dinosaures, on la connaît, le Crétacé paléogène. Mais on connaît moins bien la première, il y a 445 millions d'années. D'autres études suggèrent que c'est l'explosion de supernova à proximité du système solaire qui aurait causé l'extinction ordovicien, mais le mot d'ordre du cosmos, c'est travail d'équipe. Qu'elle s'avère ou non, la cause de cette extinction, la chute du météore de Charlevoix, demeure un événement primordial dans le brassage de la soupe génétique ayant mené à notre composition actuelle. À sa naissance et pendant 750 millions d'années, la Terre est inhospitalière à la vie. 3,3 milliards d'années plus tard, elle y explose.
C'est le début de l'ère cambrienne. Les continents ne forment qu'un, la Pangée. Le Québec est alors collé sur l'équateur et sous une chaleur permanente. Il y prolifère des plantes et des gros champignons, des insectes et des poissons quadrupèdes, jusqu'à ce qu'un géocroiseur massif vienne percuter la croûte. Puis ici, c'est vraiment le meilleur site pour trouver ces types de roches-là, fait que les impactites. Sur les calcaires, on le voit super bien. Le grès, on n'est pas si pire aussi. La quartzite, la sharknokite, ça va être beaucoup plus compliqué à avoir les cônes de percussion. Merci Maxime de nous avoir ramenés dans cette aventure, en plus de ce groupe de curieux passionnés. OK, bonne idée. Quand même, hein? La proverbiale cerise sur le sundae du tour du météore. Le pic du cratère, point d'impact de l'astéroïde. C'est le mont des éboulements. Comme vous voyez, il y a plusieurs pics. C'est parce que la Terre a rejailli autour de l'impact, comme quand une goutte d'eau tombe dans l'eau. Le point qui remonte le plus haut est le point d'impact. Une remontée ici de plus de 6000 mètres. Autour de lui, un cratère de 54 km de diamètre. De Baie-Saint-Paul à la Malbaie, dont la moitié se perd dans le fleuve. Le météorite de 6 km de diamètre, pesant 15 milliards de tonnes, et voyageant à 36 000 km/h, a été pulvérisé sous un impact équivalent à des millions de bombes atomiques. Les roches fondent, sont propulsées à des distances fulgurantes et se métamorphosent. En plus des miettes éparpillées du météore, ces protubérances cachent des roches du bouclier canadien vieilles de 4 milliards d'années. Une période cosmique appelée le Grand Bombardement tardif, étape préliminaire qui a transformé la Terre en planète habitable alors qu'elle était jusque-là radioactive. À partir d'ici, vous pouvez dire que vous avez fait le tour du cratère. Ses villes et ses villages, et son pic. Mais il manque encore une chose. Voir l'astroblème de son meilleur point de vue. Un belvédère en hauteur qu'on atteint au bout d'une des randonnées les plus légendaires de Charlevoix. Le mont du lac des Cygnes supervise le parc des Grands Jardins, du haut de ses 980 mètres d'altitude. Et c'est à peine 1 heure de route qui nous y amène. Pour se rendre, on traverse le beau petit village de Saint-Urbain et sa halte routière pour contempler nos cibles. Le parc national des Grands Jardins, c'est 310 km² de terrain de jeu. Il contient aussi 120 plans d'eau dont plusieurs accueillent les sportifs nautiques. Mais on est là pour marcher ses sentiers, croiser sa faune et admirer les paysages. Comme ceux des monts de la Zec des Martres, voisine. Le sentier du mont du lac des Cygnes fait 8,6 km. C'est un niveau facile avec un dénivelé de 480 mètres. En bonus, je suis accompagné de ma guide émérite qui connaît les lieux comme le fond de sa poche, pour y être venu très souvent dans le passé. Premier fait insolite sur la route. Un autre bloc erratique amené lui aussi loin de ses semblables par la dérive des glaciers. En Amérique du Nord, 4 glaciations se sont succédées. La dernière, il y a 10 000 ans, nous a laissé en se retirant les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent. La CEPAC a placé des installations à mi-parcours pour vous permettre un répit, mais ayez de la compassion pour ceux qui ne se reposent jamais.
Vite, faut que je mange, je paye que ça à faire. Les impôts, les assurances. Admirer la magie du lac Georges, c'est pas donné à tout le monde. Une fois au sommet du mont du lac des Cygnes, les récompenses sont multiples. Est-ce que c'est le meilleur endroit pour avoir une vue d'ensemble sur l'astroblème de Charlevoix? Ou plutôt 60% de sa surface observable, étant donné que 40% se retrouve sous le fleuve Saint-Laurent. Le dénivelé créé par le renfoncement a aussi donné naissance à la formation de ces systèmes de montagnes, en particulier ce magnifique parc des Grands Jardins. Et celui voisin des Hautes-Gorges, tout aussi réputé avec des sommets comme l'Acropole des Draveurs. Il y a 3,8 milliards d'années, le bouclier canadien se forme. Il y a 700 millions d'années, il n'existe qu'un seul mégacontinent, Rodinia. Il se fracture en 4 sous les forces tectoniques. Baltica, Sibéria et Laurentia se séparent et dérivent. Le continent restant est nommé Gondwana. Puis Laurentia et Gondwana entrent en collision près de l'équateur, entraînant une activité volcanique intense. La croûte se soulève sous l'immense pression des forces en présence. Les roches sont poussées, plissées, fracturées et font naître cette chaîne de montagnes qui, à son sommet historique, atteindra la hauteur de l'Himalaya. Sommet depuis le temps limé par l'érosion et le vent. Pendant plusieurs millions d'années, les continents se rapprochent à nouveau pour former la Pangée. Les Laurentides et l'océan Lapétus demeurent sur la ligne équatoriale avant de dériver vers le nord et prendre la place qu'on leur connaît aujourd'hui. Les Laurentides s'étendent de l'Outaouais jusqu'au Labrador et traversent la belle province en longeant le fleuve Saint-Laurent. C'est ce qui leur a valu leur nom d'ailleurs, par la plume de l'historien François-Xavier Garneau, qui les a nommés ainsi en 1845. Bon, trop conduire comme ça me donne des trapèzes raides, j'ai les mollets en feu, des petits bobos partout, j'ai faim, j'ai soif, je suis plus du monde. On va me cacher dans le bois. Fiouf, enfin chez moi. Ben, chez Haut Refuge, en fait, là. Mais c'est tellement bien pensé que c'est vraiment home sweet home. À l'extérieur comme à l'intérieur, les petites attentions aux détails se multiplient ici pour nous faire vivre une expérience dépaysante, oui, mais où on ne manque de rien. C'est tellement rustique champêtre, il manque juste un espace cellier. Et en plus de leur chalet bien éparpillé parmi les arbres. Le terrain des Hauts Refuges regorge d'installations, qu'on parle des poules mouillées, du jeu de poche géant, de la salle de projection extérieure, tout est là. Mais tout ce dont j'ai besoin pour le moment, c'est un petit balcon au milieu de la forêt. Drette d'un éboulement en plus. Le clou du spectacle, l'enclos de nos amis alpagas qui broutent et nous saluent avec gentillesse et timidité. On profite un peu des lieux pour refaire le plein d'énergie parce que demain, juste à 5 minutes d'ici, il y en a un troupeau qui nous attend. Ce matin, on s'en va visiter un vieil ami.
alpaga que les Indiens d'Amérique du Sud ont domestiqué il y a 6000 ans pour sa laine et son crottin. On est venu faire une trek chez Alpaga Charlevoix. L'activité se pratique en groupe, avec un guide aguerri qui prodigue les bons conseils au départ. C'est un animal qui est nerveux. Il faut y aller tranquillement. Voyez-vous, il n'y a aucun stress quand je vais tranquillement. Les alpagas sont des créatures douces et dociles et il est amusant de créer un contact avec celui qui nous accompagne pour la durée de la promenade. Chaque participant a son alpaga. C'est un départ en direction de la rive du fleuve. Cousin éloigné du lama et du chameau, mais en pas mal plus smart. Alpaga Charlevoix opère un vaste champ qui, en plus d'offrir un trajet de balade, contient des enclos où sont séparées des familles d'alpagas selon la période de l'année. Les alpagas peuvent vivre jusqu'à 30 ans. En période de rut, la compétition entre les mâles devient féroce. La femelle met bas à un seul petit après 9 à 11 mois de gestation. Celui-là, il a l'air d'avoir vu ma caméra et de penser qu'il peut passer une audition pour le prochain Tarantino. Bon, il a le droit de rêver d'être un acteur. Ben, sauf qu'il est rendu là, qu'il n'y a plus un alpaga, il y a un Al Pacino. Je pensais que je venais ici pour marcher avec un alpaga, mais j'ai compris que je payais plutôt une balade de reconnaissance avec ses potes à un animal dont la générosité envers les humains n'a pas de limite. Est-ce qu'on peut même les manger en pepperoni sur la pizza, sur place, une fois qu'ils sont rendus à la fin de leur vie, évidemment. Bon, j'aurais peut-être dû attendre la fin de la promenade pour vous dire ça, mais soyez pas trop tristes pour eux, regardez-les. Leur indice de bonheur à vivre de broutage, reproduction et contemplation des merveilles de la géologie moderne est de loin supérieur à celui de l'Homo ludens des villes. Je ne pourrai jamais assez remercier toutes les âmes généreuses qui m'acceptent comme capteur officiel des souvenirs pour leur activité. Ma gratitude est infinie. On ne peut pas parler des éboulements sans passer par le cœur de son village. On se le gardait pour le dessert, c'était la cerise sur le sundae. Moi, j'ai assez parlé de crème glacée, c'est le temps de m'en empiffrer une. La chocolaterie du village a une prescription pour ma fièvre. Il est extrêmement désolant de voir qu'on a laissé mourir le caribou dans la région. Surtout qu'en 1989, l'UNESCO accordait à Charlevoix le titre de réserve mondiale de biosphère pour la rareté et l'importance de ces écosystèmes. Ours, orignaux, loups, nombreux oiseaux et petits mammifères, une taïga et tout un tas de plantes du Grand Nord. Près de 6000 km de territoire qui comprennent, en plus des 2 parcs Haute-Gorge et Grand Jardin, le centre écologique de Port-au-Saumon, la forêt Montmorency, le parc des Palissades et la réserve naturelle de la faune du Cap Tourmente, un des plus beaux marais aménagés du Québec pour accueillir les oiseaux aquatiques. Les oies blanches, les grands hérons et autres descendants des dinosaures auront la chance de vous apercevoir. Cap Tourmente offre de magnifiques points de vue sur le fleuve, l'île d'Orléans et les monts de Charlevoix. Et petit truc, si vous y allez, il y a un deuxième stationnement là, plus proche du départ du sentier. Vous me remercierez plus tard. Faire le tour de Charlevoix, ça ouvre les yeux sur ses attributs de classe mondiale, mais aussi sur les défis de mobilité qui l'handicapent. Inauguré en 2011, le train de Charlevoix est une mini-locomotive à 2 wagons qui peut accueillir 120 passagers et assure des déplacements de Québec jusqu'à la Malbaie, en passant par Baie-Saint-Paul, un parcours de 125 km.
Malgré les retombées de 15 millions qu'il représente, on semble avoir du mal à s'entendre sur la manière de se partager la facture, au point où il est impossible de savoir si le train restera sur les rails ou s'il disparaîtra dans un avenir rapproché. Ça serait dommage parce qu'en 2023, le fabricant mondial Alstom et la province du Québec ont mis sur les rails un train révolutionnaire, un joyau de la technologie, le Coradia e-Lint, propulsé à l'hydrogène vert, un gaz produit par une énergie renouvelable, solaire, éolienne ou, comme dans ce cas-ci, hydroélectrique. Le train rejette de la vapeur d'eau et n'émet aucun gaz à effet de serre. Il y a toujours une plage proche pour relaxer au son du ressac du fleuve Saint-Laurent. Et c'est comme ça que j'ai été capable de capter des images qui, je l'espère, ne seront pas les dernières. Pas seulement un trajet de liaison au paysage magnifique serpentant dans la forêt boréale, entre cratères et marées. Un cadeau qu'on peut offrir à des gens plus âgés et moins aptes à voyager. Mais aussi un générateur de joie partout sur son passage. Comme ici, quand on a eu la chance de le croiser à Saint-Joseph-de-la-Rive. Là où un petit bonhomme en particulier, qui l'attendait chaque jour, serait très déçu s'il ne revient plus. Faut jamais désespérer, petit bonhomme. Quand un train part, un autre arrive. On passe peut-être par une montagne russe de sensations en arpentant Charlevoix, mais au moins une chose est sûre, c'est un endroit de prédilection pour y manger ses émotions. Pas trop loin de notre hébergement en nature, la fromagerie de la famille Migneron s'assure que vous ayez sous la main en tout temps des meules fraîchement découpées. Et on s'arrête aussi à la laiterie de Charlevoix pour s'en procurer. Des endroits qui offrent une large gamme de produits locaux, d'artisans voisins, qui vous assurent une tablée 100% de la place. Alors on ratera pas l'occasion de se faire l'ultime plateau charcuterie fromage gros calibre. Hein, mon Maurice? J'espère qu'il y a personne qui regarde les images en s'imaginant que ma vie est parfaite. Parce que c'est loin d'être le message. Les voyages, c'est un peu comme la science. On cherche des réponses, mais ça débouche souvent sur plus de questions. La route est faite d'essais comme d'erreurs. Ça peut être parfois lourd à porter, mais si t'en tires des leçons, t'es sur le bon chemin. Et chaque effort rapproche du but. Être prêt à partir. C'est ça qu'on fait. On quitte par la porte d'entrée pour plusieurs et ville par excellence du tourisme de la région. Baie-Saint-Paul, la destination la plus populaire de tout Charlevoix. Beaucoup de choses à faire dans le coin, surchargé en été. Donc surprise, c'est en hiver qu'on vous y convie pour tomber en amour avec la saison nordique. Bien dissimulé au creux d'un cratère d'impact d'astéroïdes, s'est développé un mode de vie en dehors des paradigmes habituels, qui invite à la contemplation. Un coin de pays qui vibre en accord avec les rythmes de ses merveilles naturelles. Les premiers grands philosophes affirmaient que les synchronicités sont les manières qu'a l'univers de communiquer. Si c'est le cas, l'univers est co-créateur de ce film. Je ne compte plus les échos du passé, les joyaux du présent et les semences du futur qu'il a mis sur le chemin de ma lentille. On dit qu'il faut lui donner ses intentions, incarner ses valeurs et être à l'affût des réponses. Ça va aller.
Avec assez de bonnes intentions et de focus, on ne devrait pas avoir besoin de cet arbre à souhait, mais ça peut toujours aider. Je vous dis pas il est où, je vous mets au défi de le repérer lors de votre visite. Ce végétal qui aide à passer votre message aux hautes instances grâce à ses méthodes de communication bien à lui. En attendant la prochaine réponse, peut-être un messager qui viendra nous délivrer de cette vision anthropocentrique de l'existence pour qu'on puisse enfin mettre à profit toutes les expériences que ce laboratoire nous aura permis.